Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Alors vous viviez à Montpellier, vous êtes diplômée de l'École supérieure d'art dramatique de Paris, vous êtes aussi comédienne. La photographie vous passionne et vous explorez différentes techniques d'impression jusqu'à mélanger la photo et l'aquarelle. C'est ainsi que vous avez travaillé pour votre roman graphique, Abîme, paru cette année aux éditions Delcourt. Lucie Corbeil, bonjour. Bonjour. Alors, dans cet album graphique, vous nous plongez dans un univers familial. Qu'avez-vous voulu partager ? Alors, j'ai voulu partager le chemin que j'avais parcouru moi-même. Donc, c'est un roman autobiographique. C'est le chemin que j'ai parcouru personnellement à la recherche de réponses à des questions que moi-même je ne soupçonnais pas, mais j'avais besoin de certaines réponses en fait. Et donc j'ai interrogé des gens autour de moi et de la famille. J'ai ressorti toutes les photos, des albums photos que je connaissais pourtant vraiment bien déjà, mais j'avais la sensation que j'avais encore des choses à comprendre et à découvrir. L'un des points que vous soulevez dès le début, c'est le décès de votre père. Alors qu'est-ce que ça a influencé dans votre démarche introspective de partir de ce point Alors, c'était surtout ce que je ressentais. Je sentais que ce deuil était très compliqué à faire. On n'apprend pas vraiment à faire un deuil. En général, on ne nous dit pas comment ça fonctionne. Mais je sentais que les années passant, la douleur et la tristesse ne se diminuait pas et je me sentais bloquée à un niveau qui me dépassait moi-même, que je n'arrivais pas à comprendre. Et je pressentais qu'en trouvant des réponses, ou en tout cas en allant questionner ce qui s'était passé pour lui dans sa fin de vie et dans sa vie en général, je pourrais peut-être essayer de trouver un moyen de guérir, ou en tout cas de passer à une étape d'après qui serait plutôt de l'acceptation. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, vous dites que vous avez plongé dans les albums photos, une espèce de passé à découvrir, une recherche à mener. Pourquoi la généalogie est-elle nécessaire pour vous ? Pourquoi se plonger de cette façon aussi intense ? En fait, je l'ai pas du tout fait avec cette conscience-là, mais en décortiquant ce qui avait pu se passer pour ma maman, mon père et ses frères et ses parents, enfin mes grands-parents, je me suis rendu compte à quel point des événements qui étaient restés douloureux et qui étaient restés silencieux en fait, qui ne s'étaient pas transmis oralement, on s'en était pas parlé. On n'avait jamais posé de mots précis sur ce qu'ils avaient pu vivre. En fait, j'ai réalisé à quel point ça avait un impact dans ma vie aussi, à moi, malgré le fait qu'on n'en ait jamais parlé, que ça avait laissé une empreinte inconsciente, en fait, et que j'avais comme des choses à régler, comme des comptes à régler, mais qui n'étaient pas les miens. Et que je portais des valises un peu trop lourdes pour mes petits bras, et que voilà, et j'ai senti à quel point le fait de décortiquer effectivement ces événements, de les comprendre, de vraiment prendre conscience de ce qui s'était passé pour eux, de mettre en lumière ces événements, ça m'aidait à me libérer et à m'alléger et à soulager un peu ce que je transmettais moi-même à mes enfants. On rentrera un petit peu en détail un petit peu après, mais il y a une scène qui m'a marqué, qui est vraiment au début de l'album, la scène des pages 14 et 16. Ceux qui ont le livre dans la main, vous pouvez regarder ça en détail. C'est là où vos filles se disputent une robe ayant appartenu à leur arrière-grand-mère, si j'ai bien suivi la généalogie. Mais ça fait aussi écho au comportement de leurs parents, c'est-à-dire de vous et leur père, déprime, crie, cette ambiance-là. Alors qu'il soit objet symbolique ou représentation comportementale, vous questionnez l'héritage familial directement à travers cette scène. De quoi cet héritage est-il le reflet ? Ou
cette scène est-elle le reflet ? Eh bien, effectivement, c'est une scène où elles se disputent une petite robe qu'elles pourraient avoir envie de mettre à une poupée. Elles sont trop grandes pour pouvoir la porter elles-mêmes. Et il se trouve que cette robe-là, et qui existe vraiment, ma maman l'a portée. Moi, je l'ai portée aussi enfant. Mes enfants, mes filles la portaient aussi quand elles étaient plus petites. Donc, tu es obligé de la porter, si je comprends bien. Enfin, en fait, j'ai trouvé ça très très beau, moi, parce que c'était un très joli vêtement déjà, mais aussi parce que je trouvais beau qu'on se transmette comme ça des tissus, enfin que le tissu aussi survive à différentes époques. Et surtout, c'était l'occasion de cette scène-là. En fait, ce que j'ai voulu transmettre, c'était l'idée que, bon, déjà, elles se hurlent dessus comme tous les enfants font pour se disputer. Non, c'est que les vôtres. Enfin, que les frères et sœurs, voilà. En tout cas. Et moi, j'arrive en disant, on ne crie pas sur les gens. Et en le disant, et ça, c'est arrivé dans la vraie vie, en le disant, je me suis dit, mais en fait, si je n'incarne pas ce que je leur demande de faire, ça ne marchera pas. Et en fait, ça s'étend à l'héritage généalogique en général, enfin l'héritage inconscient, tout ce qu'on transmet à nos enfants, c'est souvent pas ce qu'on dit ni ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on est profondément. Et donc si on est anxieux, triste, ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues, les enfants le perçoivent évidemment, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas et ce qui se passe en général dans les familles. C'est que parfois justement l'héritage est invisible, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas, c'est pas des actions, mais on est perméable en fait les uns et les autres, surtout dans les premières années de nos vies, aux inconscients et aux choses qui sont invisibles et qu'on se transmet de manière inconsciente et invisible, voilà, c'est ça. Et donc mettre en lumière ça permet de s'en détacher, de s'en libérer. Vous dites, le non-dit, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, parfois blessure transgénérationnelle, est-elle constitutive de l'histoire familiale ? Est-ce une faille ou, au contraire, ça peut être quelque chose de positif ? Alors, oui, je pense qu'il y a des choses, heureusement, évidemment, qui se transmettent de manière, enfin, qui sont très positives. Il n'y a pas que de la fragilité des blessures et des grandes tristesses, mais les non-dits, en fait, c'est ce que moi j'ai réussi à comprendre avec le temps. C'est qu'en général, ça arrive quand il y a eu des blessures profondes et qu'il y a eu des situations qui ont été honteuses ou de grande tristesse ou de culpabilité aussi très forte, et qu'il est difficile de mettre des mots sur des événements de la vie. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, et parfois on pense même protéger nos proches, nos enfants de ces peines-là, de ces événements douloureux, en n'en parlant pas, en mettant du silence dessus, parce que c'est très difficile de mettre des mots parfois sur les choses. Et malheureusement, le fait de ne pas mettre de mots sur les choses, de ne pas les nommer, de ne pas les faire exister dans l'espace commun avec la parole et le dialogue, ça ne fait que accentuer ça ne fait que passer le relais aux générations d'après, qui héritent justement de ces choses qui n'ont pas été nommées. Et c'est pour ça que je pense à quel point les mots ont un pouvoir de guérison très fort. Et la discussion, même si elle est parfois très difficile à avoir et que ça peut générer énormément d'émotions, mais essayer de ne pas avoir peur des émotions que ça peut susciter, justement pour pouvoir se libérer et soulager aussi les enfants de cette charge-là. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Pas mal, oui. Mais on va les fouiller un petit peu plus. Il y a deux aspects. Il y a les non-dits, dont on va parler un petit peu plus tard. Et il y a aussi cette recherche que vous faites sur vos ancêtres, sur les morts. Et est-ce qu'évoquer les morts, j'ai l'impression que c'est le thème un petit peu de cette semaine de rencontre, puisque Sandrine Chenivez, qu'on a rencontrée il y a 3 jours maintenant, parle de transformer le mort en ancêtre. Est-ce que dans la façon dont vous avez fouillé le passé, l'héritage familial, la généalogie que vous avez faite de votre famille, c'est aussi une façon à la fois d'évoquer les morts, mais surtout de les remettre à leur place ? Oui, absolument. Bon, question suivante alors.
Absolument, de les remettre à leur place, effectivement, parce que quand vous avez dit ancêtre, moi j'ai tout de suite eu aussi le mot fantôme, dans le sens où quand il y a encore un peu d'agitation dans l'inconscient familial et qu'il y a des choses qui sont pas vraiment réglées, j'ai l'impression que ils existent en fait de manière un peu trop préoccupante, trop présente, et c'est tout à fait, enfin ça peut ne pas être effrayant du tout, hein. C'est juste que tant qu'il y a les choses ne sont pas vraiment réglées, on n'est pas tout seul, quoi. On sent que on évoquait ça justement avec Sandrine il y a quelques jours, où le fantôme est aussi le poids du passé, qui peut être aussi les non-dits non résolus. Eh bien, justement, il y a différentes questions que vous abordez. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous parlez d'homosexualité, d'alcoolisme, de violence, qui sont des questions vraiment abordées dans Abîme. Comment ces questions traversent-elles les époques de votre famille et aussi les époques de manière plus large? Effectivement, ce sont des thématiques qu'on pourrait avoir envie de se dire, c'est une autre génération, la violence éducative, psychologique. Pour le coup, ça n'était pas physique ni sexuel, et malheureusement, je crois que on avance tellement lentement que c'est vraiment important, et c'est pour ça que je me suis aussi sentie le courage de mettre cette histoire en images et en texte, et de la rendre publique alors qu'elle était si intime. C'est que je savais que ça trouverait un écho encore trop actuel, en fait. L'acceptation, le parcours en tout cas de personnes qui se sentent homosexuelles, c'est encore un sujet, si ce n'est tabou, qui peut être source de violence et de grande souffrance pour des gens qui le vivent, que ce soit dans la société ou dans le milieu familial. Par rapport à la violence et le rapport de domination, ou en tout cas de l'emprise que peuvent avoir certains parents sur leurs enfants, il y a encore énormément de choses à déconstruire et à travailler. Et l'alcoolisme, n'en parlons pas, c'est un gros tabou encore aujourd'hui. Et évidemment, il y a beaucoup de travail qui est fait dans ce sens de déculpabiliser, de parler de l'alcoolisme comme étant une maladie, et surtout d'essayer de comprendre la source de ce qui mène à l'alcoolisme. Et en général, violence dans l'enfance, honte et souffrance conduisent à des comportements addictifs. Et aujourd'hui, c'est pareil. De la même manière que je n'avais pas été préparée au deuil et à la manière dont on devait gérer la perte d'un être cher, comprendre l'alcoolisme et ce qui se cache derrière, ça a été un chemin que j'ai fait toute seule. Personne ne m'a expliqué que s'il y avait eu un comportement addictif et d'autodestruction, c'est certainement qu'il se passait quelque chose de très profond psychologiquement et qui remontait à l'enfance. Franchement, ça m'aurait permis d'aller un peu plus vite dans mon enquête et dans mon deuil, justement, parce que parce que sinon on a tendance à tout concentrer sur le comportement addictif, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière, en fait. On ne résout pas les vrais sujets. Et là, on est au cœur de l'enquête que vous menez, de la généalogie familiale. Vous dites que cela aide à démêler les nœuds de la famille. Là, vous l'avez exprimé très clairement, mais ça permet aussi de répondre à l'environnement autour du décès de votre père. Vous parlez de l'alcoolisme et de son addiction, qui est transmise aussi insidieusement. Comment cela s'exprime-t-il à vos yeux dans la généalogie de votre famille, puisque c'est une transmission complètement insidieuse? Pour l'alcoolisme en particulier. Et justement, je crois vraiment que, en tout cas dans mon cas et dans le cas de ma famille, ça fait le lien avec votre père, donc c'était aussi ça. Oui, c'est ça. L'alcool est une solution pour pouvoir pallier, ou en tout cas supporter certaines douleurs qui étaient trop profondes. Et si jamais il y avait eu transmission, ce serait plutôt dans le manque d'estime de soi, en fait, qui a été la cause, enfin qui a été le résultat d'une maltraitance dans l'enfance. Et ça, si ce manque d'estime se transmet,
le comportement addictif peut se transmettre aussi, dans le sens où c'est quand même pratique de pouvoir trouver des soupapes et des pansements, en fait. Et l'alcool, on le sait, ou ça peut être le sucre ou n'importe quelle autre dépendance qui permet de soulager un tout petit peu le poids de certaines souffrances. C'est assez facile et accessible, et donc c'est dangereux pour ça. Vous abordez aussi la question de l'environnement autour des générations au-dessus de la vôtre, en présentant le contexte éducatif, puisque ça fait partie aussi de quelques pages à l'intérieur de votre ouvrage. Quelles en sont les conséquences, ou en tout cas comment vous donnez l'explication de cet environnement qui était éducatif, auquel on ne souhaite à personne aujourd'hui encore de subir ça? Oui. Alors ce qui a été difficile aussi, c'était pour moi d'accepter de voir que même si ça n'avait pas été de la violence physique ni sexuelle, la violence psychologique à répétition et la tyrannie en fait d'un père vraiment violent psychologiquement, dominant, mais malheureusement c'est très très courant aussi à cette époque-là et encore trop courant. Ça a été c'était important pour moi d'accepter que ça avait eu un impact terrible. Et en fait, c'est comme si j'avais minimisé la violence psychologique, j'avais minimisé l'impact que ça avait pu avoir pour les fils de mon grand-père, donc pour mon père et ses frères. Donc ça a été important de mesurer cette violence-là et effectivement ce que ça avait engendré, et ça a engendré des drames en fait. Voilà. Alors de cet environnement violent, vous abordez aussi la question de la place des femmes, puisqu'elles sont aussi énigmatiques dans cet album. Quelles sont-elles justement ces places-là pour les femmes auxquelles on semblait plutôt naïves et innocentes, en fait? Pas tant que ça. Alors non, naïve et innocente, effectivement, pas du tout, mais discrète et effacée, oui. En tout cas, c'était l'image que j'avais de ma grand-mère. Moi, étant enfant, c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment la place de s'exprimer à table, c'est le moins qu'on puisse dire. Dès qu'elle parlait, elle se faisait reprendre à l'ordre par mon grand-père, et ça, c'est des souvenirs marquants, et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans le livre, parce que je me souviens de la gêne et du malaise en fait que ça a créé, parce qu'on voyait bien que c'était déplacé et humiliant en fait. Et ça, c'est ce que je voyais moi de temps en temps, mais donc au quotidien, c'était ça, voilà, tout le temps. Et en revanche, j'ai découvert après que en fait, elle avait eu une vie plus tumultueuse que ce que je pensais. Et surtout qu'elle avait été en couple avec des femmes et qu'elle avait assumé son homosexualité à une époque où ça n'était absolument pas facile, mais même carrément illégal en fait, ou considéré comme une maladie mentale encore pendant longtemps. Donc j'imagine à quel point elle a dû vivre des choses assez douloureuses. Enfin, ça a dû pas être simple. Et pour le coup, j'ai pas eu l'occasion, en fait, malheureusement, d'en parler avec elle. Et j'aurais beaucoup aimé avoir ces discussions très, très sincères et très. Mais bon, voilà. Et parfois, on comprend les choses trop tard et c'est la vie. Alors, dans ce roman graphique, Abîme, qui se conjugue aussi avec le verbe abîmer, vous abordez les questions douloureuses, mais aussi la façon sensible, la question de l'amour sous de nombreuses formes. Vous l'avez évoqué, celle de votre grand-mère, tantôt cachée, tantôt assumée, parce que visiblement beaucoup le savaient, donc c'était plutôt discret. Est-ce que, en reconstruisant ce passé, est-ce votre façon aussi d'exprimer votre affection envers votre famille et finalement d'en accepter sans le renier la charge de votre histoire? Oui, absolument. Ça a été un parcours douloureux parce qu'il y a eu des événements effectivement douloureux, et en même temps de faire ce travail-là, de me pencher, de mettre la lumière sur ce qui s'était passé, ça m'a vraiment aussi permis d'accepter, d'avancer, de pardonner et de prendre conscience de l'histoire avec ses blessures, ses joies, ses peines, comme dans n'importe quelle famille, mais d'arrêter de cristalliser sur l'idée qu'il pouvait y avoir des coupables, des victimes, et que les choses nous dépassent et qu'elles sont pour tout le monde à remettre dans un contexte politique, historique aussi, et qu'on est le fruit d'une société et qu'en fait on fait ce qu'on peut,
Et voilà. Et ça m'a permis de comprendre que j'avais une histoire, en fait. Ce que je ne savais pas. Je pensais vraiment venir d'une famille sans histoire, qui n'avait aucun espèce d'intérêt, beaucoup de silence, mais en fait, si, c'est passionnant et c'est vivant. Et d'avoir mis de manière très concrète l'histoire de votre famille, comment ça a été perçu par les membres de votre famille, puisque vous leur avez, j'imagine, présenté votre travail, soit avant, soit uniquement après. Quelle a été la façon dont ils ont reçu leur histoire, votre histoire, Oui. ou leur histoire de votre point de vue? Oui, c'est ça. C'était leur histoire, mais avec mon point de vue à moi. Donc j'ai toujours bien précisé ça avant de leur faire lire, que ça n'était que mon point de vue sur les choses. Et évidemment, je ne prétendais pas avoir une version officielle et détenir la vérité sur ce qui s'était passé, parce que c'est toujours beaucoup plus complexe et que j'imagine qu'il y a encore plein de choses que je ne sais pas et que je ne saurai peut-être jamais. Mais en tout cas, ça a été bien reçu pour la plupart d'entre eux, plus compliqué pour certains, parce que plus directement impliqués, voilà. Et donc douloureux, mais en même temps, je crois et j'espère libérateur aussi, parce que encore une fois, là où il y avait du silence, il y avait pas de mots, et maintenant il y a des mots. Du dessin. Oui, et du dessin. Et on a pu échanger, et ça, c'est très fort, parce que justement, les liens sont d'autant plus puissants que la souffrance a été reconnue aussi, et la souffrance a été nommée. Et je crois que ça, en tout cas, ça, je tenais vraiment à le faire et à rester fidèle à leur discours, parce que je les ai enregistrés, et j'ai vraiment retranscrit ce qu'on s'est dit en entretien, enfin en discussion. Et ça, c'était vraiment important pour moi de rester fidèle à leurs paroles. Et j'espère avoir réussi à faire ça. En tout cas, les liens sont d'autant plus forts aujourd'hui, je crois. Et quand on construit, qu'on fait des recherches sur sa propre famille, il y a un moment donné, peut-être, il y a une part d'autocensure. Est-ce que vous avez ressenti ça au fur et à mesure, de manière consciente ou inconsciente? Au vu du résultat, il y a eu une part de censure de votre part, forcément, ou pas? Alors oui, alors est-ce que c'est de la censure, ou est-ce que c'était pour essayer de trouver vraiment une cohérence au récit et de pas en rajouter trop, mais oui, il y a des éléments que j'ai décidé de ne pas inclure dans le récit. Je me suis dit peut-être ça ferait l'objet d'une suite, dans le sens pas sur l'histoire familiale là, mais en tout cas certains événements qui me sont arrivés à moi, que j'ai décidé de ne pas inclure là dans ce texte-là, mais qui ont un lien direct avec cette histoire familiale pourtant. Et ça, oui, c'était une vraie question. Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Est-ce que ça trouve sa place? Est-ce qu'il faudrait est-ce que si je l'évoque d'une manière au détour d'une phrase ou deux, ben ce serait dommage, parce que ça mériterait d'avoir un développement un peu plus poussé. Donc oui, il y a eu des choses que j'ai décidé de pas inclure. Et dans l'aspect graphique du roman, certains visages sont blancs, c'est-à-dire sans la représentation ni des yeux, ni du nez, ni de la bouche. Est-ce une représentation symbolique, en fait, du personnage, ou une représentation symbolique des non-dits familiaux, ou une façon de rendre ce récit intime, finalement universel, en effaçant l'identité de certains, ou simplement parce que vous n'avez pas voulu dessiner et représenter un membre précis des protagonistes de votre famille? Mais il y a tout un tas de raisons, effectivement. Il y a eu la question de l'anonymisation. Il y avait aussi que tout simplement, graphiquement, je trouvais que c'était plus plaisant pour moi à voir quand les visages et les bras et tout ça étaient effacés, parce que ça me rapprochait encore un peu plus du dessin. Là où, comme je pars de photographie, j'avais envie de vraiment de mêler, d'effacer presque la photo pour transformer les traits et voilà l'aspect de la photographie. Et il y avait aussi que je racontais une histoire de quête d'identité.
Donc je me sentais l'envie d'effacer ces traits du visage qui racontent beaucoup l'identité, notre identité. Voilà, on porte les traits de nos parents, de nos grands-parents. On se transmet quand même beaucoup de choses dans le visage aussi. Et donc voilà, que les traits du visage puissent apparaître au fur et à mesure du récit. Au fur et à mesure qu'elle comprend certaines choses et que voilà. Il y a aussi que je viens du théâtre, donc comme vous disiez, et que je viens d'une école où on travaille beaucoup autour du corps, le mime, le clown, le masque, et que j'aimais beaucoup l'idée de faire confiance justement au déplacement des personnages, au corps, à l'expression en fait de la gestuelle des personnages, pour pouvoir véhiculer des émotions et que pour toutes ces raisons-là, ouais, j'ai décidé d'effacer les visages. Et ça me fait penser soit au clown blanc, soit au masque blanc dans les comédies chinoises de théâtre. Est-ce que c'est des liens conscients que vous avez construits de cette façon-là aussi, parce que ça fait appel à votre parcours et qui est retranscrit dans ce dessin-là? Alors j'avais pas pensé à ça comme ça, mais peut-être que ça a pu jouer inconsciemment, je sais pas. En tout cas, pour ce que vous disiez juste avant, le fait qu'on puisse se projeter parce qu'il n'y a pas de visage, en tout cas pas tellement de visage, et que ça puisse être un peu plus universel, ça je l'avais pas en tête consciemment en le faisant. Mais on m'a fait beaucoup ce retour-là. On m'a dit que ça pouvait permettre, comme c'est une histoire assez intime et voilà, et que ça permettait l'identification un peu plus. Ça lui donne une portée universelle. Tel un hommage au roman photo, vous avez donc construit cet album graphique en mêlant la photo et l'aquarelle. Qu'est-ce que ça permet d'utiliser, qu'est-ce que ça vous a permis d'utiliser, qu'est-ce que ça a permis de faire, d'utiliser cette technique? Oui, alors pareil, j'ai commencé de manière un peu, sur tout à fait autre chose, quoi. Je faisais des recherches graphiques pour moi parce que ça me plaisait de travailler la photographie et ça me plaisait surtout d'essayer d'explorer ce que je pouvais faire avec la photo. Et au fur et à mesure, quand il y a des auteurs dont j'aime le travail, j'ai fait des tests, quoi, et donc de manière un peu comme ça hasardeuse, je me suis mise à peindre des photos que j'imprimais moi-même. Et alors j'aimais cette technique-là que j'ai développée de plus en plus pour moi. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de photos d'archives. Moi, j'ai plein de photos. Et justement, j'étais en train de faire ce travail de recherche, de fouiller un peu les albums et tout ça. Et je me suis mise à faire exactement ça sur des photos qui existaient déjà. Et de fil en aiguille, j'ai eu cette idée, cette envie de retranscrire en tout cas mon parcours et d'écrire ce récit-là. Ça s'est fait vraiment tout doucement, parallèlement à ces recherches et à ces discussions que j'avais avec mes proches. Et finalement, je me rends bien compte qu'il y a il y a un symbole assez important et intéressant et qui me parle, c'est que je dilue quand même des choses du passé, je dilue les traits, je retravaille un peu l'histoire à ma façon, comme si je pouvais Alors, est-ce que c'est en atténuer? Est-ce que c'est en retravailler? En tout cas, de toute façon, c'est quand même une volonté d'agir sur le passé, quoi. Et alors, est-ce que c'est bien, pas bien? En tout cas, je crois que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, d'essayer à ma manière, de pouvoir réparer un petit peu, diluer et retravailler les événements du passé. Alors, vous utilisez donc l'aquarelle, cette forme de peinture plutôt douce dans les nuances, qui atténue les contrastes de la photographie, mais vous utilisez aussi une dominante bleue, couleur plutôt froide. Quelles ont été vos sources d'inspiration et votre travail de recherche pour retranscrire l'ambiance de cet album et de votre histoire? Alors les sources d'inspiration, il y a eu pas mal de bandes dessinées récemment, de romans graphiques qui ont été sur des teintes bleues. J'ai travaillé aussi de cyanotype pas mal, donc j'avais j'aimais beaucoup le bleu en général. J'étais attirée par cette couleur-là que je trouvais, qui me plaisait. Et j'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre comment je pouvais différencier et créer deux univers
tout à fait différent pour les photos d'archives et le temps du récit au présent. Et j'ai vraiment galéré pendant longtemps à trouver arriver à trouver ce qui me plaisait. Et finalement, d'apporter de la couleur là où, justement, beaucoup d'images étaient en noir et blanc parce que des photos d'archives anciennes. J'aimais aussi ça, d'inverser les choses, de comprendre que, bon, est-ce qu'il faut apporter une explication si simple? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose du présent qui était un peu délavé, justement, un peu monocouleur, monotype, monochrome. Et en fait, que les événements du passé, colorés, vivants et tout ça, avaient déteint, quoi, et qu'il y avait quelque chose qui... C'est pour ça qu'à la scène finale, j'aime aussi bien l'idée que les choses se rencontrent et que le personnage soit plongé en fait dans les couleurs des photos d'archives. Alors dans la construction, c'est de la photo qui vient illustrer ou sur lequel vous appuyez pour passer votre couche de couleurs. J'imagine, comme vous venez aussi du monde du théâtre, il y a certaines photos qui sont des mises en scène. Comment vous avez construit en fait le récit? Vous avez posé vos photos d'archives, comblées avec de la mise en scène réellement, comment vous avez travaillé cette partie-là? Alors, j'ai travaillé avec un storyboard de manière très classique. D'abord un texte, un synopsis détaillé, et ensuite j'ai vraiment fait au crayon un storyboard. Donc j'avais toutes mes planches, j'avais le découpage et les cases et tout ça. Et ensuite, avec la photo, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais fait en dessin. Donc, c'était très complexe par moment, parce que le dessin offre une liberté que parfois la photo ne peut pas offrir. Et donc, j'ai essayé de composer avec ça. Et ce qui était génial, c'est que par moment, je me suis finalement complètement libérée de ce que j'avais fait en dessin. Notamment des décors. Et j'ai accepté qu'il pouvait y avoir épurer complètement les décors et qu'il suffit d'un accessoire par moment pour comprendre où on est, où on se situe, et qu'il n'y ait pas besoin forcément de chercher à reproduire en photographie voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que en le faisant, j'ai découvert aussi ce que je pouvais faire et m'autoriser à justement à pas faire, et ce dont je pouvais me libérer. Ouais. Ce qui permet aussi de mettre en avant très clairement l'importance du personnage, de l'histoire, des non-dits, puisqu'il y a aussi, d'une manière indirecte, une illustration du non-dit dans cet album. En fin de l'ouvrage, vous listez différentes musiques qui vous ont accompagné. Ce roman graphique mélange donc photographie, mise en scène, texte, peinture et donc musique. De quoi l'art est-il votre mise en abîme? Je reviens dans 2 heures. Waouh, quelqu'un veut répondre à ma place? De quoi l'art est-il ma mise en abîme? Alors, je sais absolument pas si ça répond à la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était important pour moi de juste d'évoquer les musiques et les voix qui m'accompagnent, parce que je sais à quel point, évidemment, je suis la source de plein d'inspirations, qu'elles soient musicales, des films, et bien sûr, quand on crée quelque chose, on part jamais de rien, et donc la musique a une grande place en fait dans ma vie et dans mon travail. En tout cas, des musiques que j'écoute en boucle depuis 20 ans et qui me lâchent pas et qui font partie de moi et qui me permettent aussi d'accéder à une zone de sensibilité que je ne vis pas par ailleurs, ou que je ne vis plus aussi parce que je suis plus comédienne justement, et donc la musique me permet de rentrer un tout petit peu un peu plus proche de moi, quoi. Et donc oui, c'est comme un peu le chemin que je m'autorise ou en tout cas la clé qui me permet effectivement de descendre en profondeur dans les émotions et d'aller chercher parfois des zones un peu douloureuses et parfois des zones mélancoliques ou au contraire très joyeuses et très légères. Une envie pour un prochain album?
Alors, beaucoup d'envie. Vous en avez évoqué déjà quelques pistes Oui, en cours alors de l'entretien. ça reste des pistes. Pour l'instant, aucune envie précise, en tout cas pas de projet précis. Mais je crois que j'ai vraiment très envie pour le coup, de développer cette forme-là, de continuer à l'écrire et de continuer d'utiliser l'écriture et l'illustration sous cette forme-là. Peut-être de manière un peu plus collective, parce que l'écriture d'un roman, c'est très solitaire comme expérience. Et comme justement je viens du théâtre, j'aime quand même aussi beaucoup le travail de groupe et le travail en collectif. Donc pourquoi pas essayer d'aller chercher un groupe de travail et pourquoi pas une écriture collective aussi. Peut-être familiale. Non, je crois que je vais les laisser tranquilles un petit peu pour l'instant. Merci Lucille Corbeil pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage, la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter pour connaître les informations des prochains événements de la librairie. Merci et à bientôt.